Mesdames, Messieurs, en avant pour un voyage hautement culturel. Et oui, cette semaine, à l'occasion des Journées du patrimoine, on continue, on poursuit notre immersion au cœur de la culture française. Mais attention, à l'étranger cette fois. En effet, comment notre patrimoine est-il perçu aux quatre coins du monde, comme on dit? Dans quel domaine sommes-nous enviés? Et qui sont nos meilleurs ambassadeurs? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous l'avez compris, toute la séquence qui suit a bien sûr été enregistrée. Alors, pour nous éclairer ce matin, voici nos guides certifiés du jour. Marc de Chalvron qui nous emmènera à Dakar, Loïc Delamornay qui nous attend à Londres, Nicolas Bertrand, notre correspondant en Inde, à New Delhi, et enfin Sandrine Mercier qui nous attend, elle, à Barcelone, en Catalogne. Allez, pour notre première escale, on rejoint Marc de Chalvron qui nous attend, je vous l'ai dit, à Dakar. Oui, direction le Sénégal, un pays riche en patrimoine architectural français. Il y a bien sûr une raison à cela, et elle est historique. Marc, bonjour. Et oui, bonjour Laurent, car ce sont les histoires de la France et du Sénégal qui sont étroitement liées. Le Sénégal est même la première colonie française sur le continent africain. En 1626, un premier comptoir colonial est installé tout au nord du pays, à l'embouchure du fleuve, le premier d'une série de comptoirs commerciaux qui vont être installés au Sénégal, dont certains resteront tristement célèbres, car ils seront des étapes du commerce triangulaire, donc de la traite des esclaves. Au XIXe siècle, le Sénégal, dans ses frontières actuelles, est intégré à l'AOF, l'Afrique occidentale française, et pendant des décennies, la France va administrer le Sénégal et forcément cela s'inscrit dans le paysage et particulièrement à Saint-Louis qui va devenir la première capitale de l'AOF. Le patrimoine architectural colonial y est très riche mais également très menacé. Il y a des personnes, des Français qui sont installés là-bas et qui font tout pour préserver ce patrimoine. Regardez ce reportage tourné par Antoine Husser, Sylvain Barral et Paul Thierry. Sur le delta du fleuve Sénégal, tout au nord du pays, au XIXe siècle, c'est ici que la France décide d'installer sa première capitale pour l'Afrique occidentale. La vieille ville de Saint-Louis, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses rues regorgent d'anciennes bâtisses coloniales. Yves Lamour s'est installé ici il y a 20 ans, bien décidé à protéger l'histoire de Saint-Louis. Voilà, ça c'est une restauration pas mal. Pas mal. Ici, nous sommes chez une franco-sénégalaise qui a restauré des entrepôts de gomme arabique. Elle a utilisé les matériaux d'ici. Toutes les techniques sont celles qui étaient utilisées au XIXe siècle. Mais elles sont rares, ces restaurations, et aujourd'hui, il y a urgence. Sur les 1340 maisons, il y a au moins 20% qui est considéré comme en péril. C'est-à-dire qu'il va, si on n'y prend pas garde, qui va disparaître. Très rapidement? Ouais. Il faut aller vite maintenant. C'est 4-5 ans. Le temps passe et fait des ravages à Saint-Louis. Des promoteurs rêvent même de construire des immeubles modernes à la place de ces ruines. On a gardé la tour. C'est moi qui ai arrêté le chantier. J'ai appelé les gens de la mairie et les gens du patrimoine en disant venez tout de suite, il se passe un truc catastrophique. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Sinon, le truc serait par terre. L'histoire de Saint-Louis, c'est aussi celle de l'aéropostale. La ville était la dernière étape du courrier partant de la métropole vers les colonies avant la traversée de l'Atlantique. Entrez. Robert Dupas, lui-même ancien pilote, passionné par ses glorieux ancêtres, de Mermoz à Saint-Exupéry, une histoire française qu'il tient à transmettre aux enfants de la ville. Ils sont partis de Toulouse, et ils sont arrivés à Saint-Louis, ça a mis du temps. Je comprends que les Français ont beaucoup d'affection pour cette histoire. Pour moi, c'est aussi important d'avoir relié Toulouse à Saint-Louis que d'avoir marché sur la Lune. Distribuer le courrier, c'était aussi la mission du Bou al-Mogdad dans les années 50, le long du fleuve Sénégal. Jean-Jacques Bancal a grandi en entendant la sirène du bateau. Alors là, on est dans l'ancienne cale du bateau et on est en train de faire des cabines pour l'équipage. Le vent, il vient de là-bas? Ce Français né à Saint-Louis s'est mis en tête de refaire vivre le bateau.
Oui, il manquait cette petite tache blanche qui, pour moi, fait partie de notre ville. Et donc, j'ai tout fait pour essayer de le revoir avec des amis parce que je n'avais pas les moyens de l'acheter. Et on l'a ramené à Saint-Louis. Mission accomplie, son vieux moteur à piston vrombit à nouveau. Le Boualmogdad transporte désormais des touristes. Un petit bout d'histoire de France qui revit le long du fleuve Sénégal. Marc, on se doute bien que Saint-Louis n'est pas la seule ville du Sénégal à avoir un héritage français. Oui, effectivement, Laurent, Saint-Louis est loin d'être une exception. Par exemple, ici, nous sommes au centre-ville de Dakar, un quartier qu'on appelle le Plateau, et on peut voir ici une multitude de bâtiments, de monuments coloniaux qui sont plus ou moins dans un bon état. On pense également à l'île de Gorée, qui dans le monde entier est devenue le symbole de la traite négrière et qui, à ce titre, bénéficie d'une attention particulière. Beaucoup de demeures coloniales y ont été restaurées, mais cela fait presque figure d'exception, car la réalité au Sénégal, c'est qu'une bonne partie de ce patrimoine architectural est en train de tomber en ruine, voire est menacé de disparaître. C'est la réalité du Sénégal, mais c'est également la réalité d'autres pays africains, notamment d'Afrique de l'Ouest, qui ont été colonisés par la France. Mais dites-moi, la question de la préservation de ce patrimoine français doit être un petit peu, on va dire, délicate, non ? Oui, il y a d'abord un débat qui est presque philosophique, car préserver ce patrimoine colonial, c'est en quelque sorte pour les Sénégalais préserver le souvenir d'une domination qui est parfois douloureuse. Mais au Sénégal, ce débat a été tranché. Il faut préserver ce patrimoine. Cela fait partie de l'histoire du pays qui peut être douloureuse et cela fait partie des liens très étroit qu'il peut y avoir entre ce pays et l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Donc le débat a été tranché, il faut préserver ce patrimoine, mais il y a un manque de moyens qui est criant. On est dans un pays qui ne roule pas sur l'or, vous le savez, et préserver, rénover ces bâtiments, cela coûte très cher. Or, le pays a peut-être d'autres priorités. Et puis, il y a la question de la pression foncière, notamment ici à Dakar, où la démographie est galopante. Eh bien, les promoteurs immobiliers préfèrent souvent construire des immeubles plutôt que de rénover des maisons, si belles et si riches soient-elles, un peu à l'image d'ailleurs de ce que l'on voit dans le reportage à Saint-Louis. Donc préserver ce patrimoine ici au Sénégal est véritablement un combat de tous les instants. Ben oui, merci Marc et à très vite. Alors, pour la suite du voyage, on part à London, comme on dit à la maison. Et en Angleterre, figurez-vous que la French Touch passe aussi par le style, comme on dit toujours chez moi. Un style qu'on n'hésite pas à nous copier, n'est-ce pas Loïc ? Bonjour. Alors comme ça, le chic à la française en inspire plus d'une, va-t-on dire, en Grande-Bretagne ? Oui, Laurent, vous avez trouvé la bonne expression, hein, le chic à la française, le chic à la parisienne. Alors effectivement, c'est une référence pour les Britanniques, pour les Anglais et les Anglaises notamment. Alors, vous me permettrez cette petite pique contre nos amis anglais, on aime bien se chamailler, mais c'est vrai qu'on peut les comprendre quand on voit les Anglais, notamment les Anglaises, ici le vendredi et le samedi soir, légèrement avinés à la sortie des bars. Eh bien, les Anglaises n'ont pas toujours un style qui est le plus classe qui soit, ou effectivement qui tombe régulièrement dans une certaine vulgarité. Alors effectivement, c'est pour ça qu'ils nous envient et elles nous envient beaucoup le style à la française, le style à la parisienne. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage, puisque le style a même été copié, a même été inspiré jusqu'au plus haut niveau de l'État dans la famille royale. C'est ce que vont vous montrer nos deux stylistes en chef du bureau de France de Londres, Laura Calmus et Élise Derbaumet. Regardez. Ces chaussures viennent d'une marque française. Pareil pour son rouge à lèvres rose fuchsia. Et pour affronter la grisaille anglaise, c'est équipé d'un parapluie made in France que cette jeune blogueuse sillonne les rues de Londres. Elle est venue mettre en valeur cette particularité tant enviée aux Françaises, le chic et naturel. Les Anglais qui me demandent des conseils, notamment pour la beauté, pour avoir une jolie peau, etc. Donc je leur donne aussi mes petits produits français, et du coup elles sont complètement ravies. Et voilà, je pense que c'est cette petite touche-là, c'est vrai qu'on a ce savoir-faire en fait à la française qui est quand même assez bien recherché, et du coup c'est ce qu'on représente. Alors quand les Anglais font les boutiques, tous ont une fascination pour la mode française.
J'adore la mode française. Je vais bientôt passer quelques jours à Paris et j'ai hâte de voir comment les gens sont habillés. Les Français ont beaucoup de style. Nous, les Anglaises, on essaye toujours de copier le look de la femme chic parisienne. Même Kate Middleton est séduite par la French Touch. Quelques heures après avoir accouché de son premier enfant, le prince George, sous les regards des caméras du monde entier, la duchesse de Cambridge sort de la maternité très apprêtée avec une robe de marque française. Et la créatrice a d'ailleurs toujours mis en avant la France, car pour elle, c'est l'argument infaillible de vente dans la mode. La haute couture, c'est complètement associé à la France. Aujourd'hui, même dans le monde du prêt-à-porter féminin, ce sont quasiment que des marques françaises qui dominent la scène. Dans le psyché de la consommatrice anglaise, elle a vu au cours des 10 dernières années leur rue commerçante se remplir de marques françaises. Et elles adorent. Et bien sûr, dans la presse britannique, des journaux les plus sérieux aux tabloïds, les tenues de la première dame de France sont passées au crible. On dit d'elle qu'elle a ce je ne sais quoi qui la distingue. Pourtant, les Anglais ont bien un style à eux. Mais il est plus déjanté, plus flashy, moins conventionnel. Et Natasha Marot l'a bien compris. Dans son atelier, elle prône l'excentricité britannique, mais utilise son savoir-faire français pour confectionner des chaussures pour les plus grandes stars du moment. Ici, vous voyez, on a les jambes de Lady Gaga. Et fait qu'on a les mesures, on sait la hauteur, fait que c'est beaucoup plus facile de travailler, de pouvoir avoir ça. À Londres, les créateurs français nous en font voir de toutes les couleurs et n'ont pas fini de faire tourner la tête de nos amis outre-Manche. Alors, me revient, Loïc, à l'esprit cette petite phrase historique des champs de bataille, « Tirez les premiers, messieurs les Anglais ». Alors, est-ce qu'à l'inverse, nous, Français, nous sommes influencés par la mode anglaise ? Eh bien oui, et heureusement, il y a eu évidemment des échanges. Et puis, eh bien, les Britanniques nous ont apporté cette petite touche d'excentricité qu'ils savent si bien faire apparaître. Et notamment, eh bien, dans les années 60-70, avec l'apparition du rock, du mouvement punk, eh bien, il y a eu toute une mode vestimentaire, les fameuses Doc Martens, pour ne citer qu'elles, qui habillent encore depuis des générations les jeunesses de différents pays, et notamment la jeunesse française. Aujourd'hui, il y a aussi autre chose, c'est qu'aujourd'hui naît un mouvement qui va combiner, si vous voulez, le style à la française avec le savoir-faire britannique. Alors vous avez par exemple à Londres, à quelques rues d'ici, une rue très célèbre qui s'appelle Savile Row, qui est vraiment la rue des tailleurs britanniques. Et bien beaucoup de créateurs français sont venus s'y installer pour faire leurs costumes par des couturiers britanniques, par des couturiers anglais, mais avec un style à la française. Et ça donne une combinaison souvent assez réussie et qui marche très bien évidemment dans le commerce. Alors pour finir, la mode, c'est bien joli, c'est le cas de le dire, mais est-ce que les Français sont reconnus pour autre chose en Angleterre ? Oui, alors bien sûr, déjà ne serait-ce que par la langue. Vous avez entendu dans le sujet de Laura Calmus, ils adorent dire ce je ne sais quoi avec leur accent britannique évidemment. Alors ils adorent utiliser des mots, des expressions françaises. Il faut rappeler quand même que la famille royale britannique est d'origine française. Depuis l'invasion normande de 1066, le français est toujours la devise d'ailleurs de la famille royale britannique. Et donc ils adorent utiliser des expressions comme ça. Ils adorent dire par exemple c'est bizarre, it's bizarre, en utilisant ce mot français. Ça fait extrêmement chic. Alors après, il y a évidemment la cuisine. Vous avez ici quand même 79 étoiles Michelin. C'est quand même une des villes au monde qui a le plus de grands restaurants avec beaucoup de chefs français. Et puis enfin, le vin, et oui, qui est évidemment inspiré par le vin français, mais qui ici commence à faire son chemin. Alors, les Britanniques ne nous concurrencent pas encore pour le vin rouge, par exemple, mais sur le vin pétillant, l'équivalent du champagne, et bien avec le réchauffement climatique, vous avez de plus en plus de vignes dans le sud de l'Angleterre ou dans les Cornouailles qui commencent vraiment à tirer leur épingle du jeu, qui gagnent de plus en plus de prix dans les concours œnologiques internationaux. Et pourquoi ? Parce que beaucoup de Français sont venus ici pour transmettre leur savoir-faire de vignerons à des entreprises anglaises, à des vignerons britanniques. Et donc, ça donne là aussi un bon résultat qui nous donnera peut-être quelques sueurs froides dans quelques années.
La cuisine, la mode vestimentaire, tout cela doit venir de la Toison d'Or, j'en suis certain. Merci Loïc et à bientôt. Alors, c'est le moment de marquer une petite pause web avec Julia. Bonjour Julia, et vous allez voir que le Made in France a vraiment la cote sur Internet. Julia, aujourd'hui, qui fait la fierté du web français sur la toile internationale? Oui, vous l'avez dit, sur Internet, on est très très loin, Laurent, du French bashing. Vous savez, ce dénigrement qui vient des pays anglo-saxons anti-français. Sur Internet, c'est un petit peu le contraire. Le Made in France à la cote. Et il est tellement plébiscité qu'on a tendance à franciser des noms de sites qui n'ont absolument rien à voir avec la France, simplement pour appâter un petit peu le web consommateur. Donc, le français fait vendre, le mot français fait vendre. Alors, pour les petites pépites, la fierté nationale de nos entreprises de l'Internet, celles qui sont très, très plébiscitées à l'étranger, c'est celles comme Dailymotion que vous voyez là. On a aussi au féminin.com, le site Prime Minister, Mythique, que les étrangers nous envient. On a aussi Vente Privée. Alors ces sites, chacun spécialise dans un genre très très différent. Elles font partie des 50 sites les plus consultés au monde. Alors dans un autre registre, on a un artiste qui n'est pas français et pourtant c'est plutôt lui qui va nous parler le mieux, Laurent, du français. Il s'appelle Paul Taylor, il vit à Paris et il cartonne depuis plusieurs mois sur YouTube avec un humour franglais un peu décalé. Il nous parle de la France de manière affectueuse. Vous l'entendez? Oui, j'entends. On l'entend, mais on ne le voit pas, c'est dommage. Oui, c'est ballot ça. Bon, c'est ballot. J'imagine que les grandes institutions françaises sont très présentes sur la toile pour rayonner dans le monde entier. C'est la toile, c'est Internet qui va leur servir de vecteur pour être connus au niveau international. Alors évidemment, on a l'exemple du Louvre. Pourquoi? Parce que le Louvre, c'est la grande fierté d'Internet au niveau international. Le Louvre est le champion du monde sur Facebook, le premier musée au monde sur la toile avec ses 2 millions de fans. Vous avez un autre site qui s'appelle Images d'Art. Ça, c'est pour les musées nationaux. Alors Images d'Art, il va compiler toutes les sélections, toutes les œuvres, toutes les images et toute l'histoire des musées français sur Internet. Et pareil, évidemment, il est consultable dans plusieurs langues pour être très présent sur le web. Et on va terminer, Laurent, avec le plus grand musée du monde. C'est le Google Art Project qui numérise le patrimoine culturel de plus grandes institutions mondiales, tout simplement. Alors, les monuments, les opéras, les galeries d'art, les musées. Aujourd'hui, 430 institutions travaillent avec Google. Vous pouvez créer votre propre galerie sur Internet, avoir vos propres œuvres et chaque œuvre va être assimilée à une fiche qui va vous donner tous les détails, toute l'histoire de l'œuvre et de son auteur. C'est un immense projet d'une très grande envergure et c'est vraiment une mine d'or au niveau culturel. Merci beaucoup Julia. Et n'oubliez pas que la toile, les écrans, c'est exactement comme le vin. C'est à consommer avec beaucoup de modération. Avec modération, tout à fait. Allez, pour la suite du voyage culturel, on va pousser la chansonnette. Que dis-je? On va donner de la voix, direction l'Inde, où l'opéra français, figurez-vous, s'est fait une place. Et oui, une place de choix. Incroyable, non? Oui, incroyable, mais vrai. Nicolas, c'est plutôt étonnant comme association. On est à milieu de la musique locale, a priori, on est bien d'accord. Oui, bonjour Laurent, c'est évident que la musique aujourd'hui ici en Inde et même la musique classique indienne, ça n'a absolument aucun rapport avec nos opéras classiques, loin s'en faut. Et pourtant, qu'à cela ne tienne, il y a une soprane française installée ici à New Delhi qui a décidé de relever le défi et de faire, vous le disiez, chanter des opéras français par des Indiens. Et le succès est total, les salles sont combles et ça ne date pas d'hier car son association monte des spectacles depuis bientôt 15 ans. Regardez ce reportage, mais surtout écoutez. Il est signé Sonia Kolavidza et Ramouane Bateria. La prononciation est presque parfaite. Ces jeunes Indiens feront bientôt partie des chœurs pour un opéra en français. Eux qui ne connaissaient que les rythmes effrénés de la musique de Bollywood, le cinéma indien, sont en train de se trouver une nouvelle passion. Bollywood, c'est plus entraînant, mais l'opéra, c'est plus fort et plus triste aussi. Je me sens bien et détendue quand je chante de l'opéra. Il s'agit d'emmener les enfants petit à petit jusqu'au spectacle final.
Je leur apprends des choses très simples pour commencer. D'abord les notes, puis on ajoute le français, on travaille la diction pour qu'ils soient prêts. Et voilà le résultat. Ce spectacle-ci, c'était en 2014. La célèbre Carmen est indienne, comme tous les chanteurs du spectacle. À l'origine de ce pari fou, il y a Aude Priya, française, chanteuse d'opéra. Et pour le chœur, ça pourrait être un costume collectif, ça pourrait être un... Aujourd'hui, elle est en repérage. Elle cherche un lieu où jouer le prochain spectacle, ce qui est loin d'être facile en Inde. C'est de la pierre. Ça, c'est bien. Aïe, c'est sec. Hein. Elle doit surtout tester l'acoustique. Moi, je suis née en Inde, mon père était indien, et moi, je voulais faire chanteuse d'opéra. Alors, mon père s'est dit, tiens, si on lui faisait faire des opéras en Inde, elle viendrait plus souvent. Donc ça a commencé comme ça, un petit peu, sans réfléchir. Et ensuite, ça a pris ici. Et parfois, c'est la découverte de talents exceptionnels. Comme pour Edwin. Il veut aujourd'hui devenir professionnel. C'est drôle parce que la première fois que j'ai entendu un opéra, je chantais dedans. C'est culturel, personne en Inde n'écoute d'opéra. Mais je vais sûrement faire partie de la première génération de chanteurs d'opéra indiens. Ce qui fait bien sûr la fierté de son professeur. Avant de quitter. Ah oui, il a une voix exceptionnelle. Il a une voix, c'est un vrai baryton Verdi. Et il n'a que 23 ans. Il a déjà une maturité vocale que certains arrivent à avoir à 35. Il est motivé. Il va aller passer les auditions pour la Juilliard School. Et on a une voix qui s'ouvre là. Une voix VOIE. L'opéra qui retrouve une jeunesse inattendue à 7000 km de son lieu de naissance. C'est franchement étonnant. Merci beaucoup Nicolas et à bientôt évidemment. Alors retour chez nous à présent avec Thomas Hervé. On va s'intéresser aux petits Frenchies qui font briller la culture française à l'étranger. Tiens, en parlant de briller, on commence justement avec une étoile ou plutôt un grand danseur étoile. Bonjour Laurent, il s'agit de Benjamin Millepied. Alors Benjamin Millepied, prédestiné évidemment, New York City Ballet, formé à Bordeaux, qui a dirigé l'Opéra de Paris de 2014 à 2016 et qui est marié avec l'actrice Nathalie Portman. Et bien aujourd'hui, Benjamin Millepied, on le voit dans des publicités avec Robert De Niro, excusez-moi du peu, et il fait rayonner la danse et la culture française avec son ballet, le Los Angeles Dance Project. Bon, c'est pas le seul Français, cela dit, à s'être installé à Los Angeles. Moi, je me souviens de Julie Delpy et d'autres. Oui, et puis surtout Marion Cotillard, qui est partie vivre là-bas en 2014. Alors Marion Cotillard, elle est revenue en France, parce que pour l'éducation de son petit Marcel, elle veut une éducation française, monsieur, s'il vous plaît. Mais quand même, avec 4 millions d'euros remportés l'année dernière, c'est l'actrice française la plus bankable au monde. Bankable, en bon français, c'est rentable. Alors justement, vous en parliez, côté cinéma, il y en a un qui exporte notre culture depuis longtemps, et notamment au-delà de l'Atlantique, c'est Luc Besson. Luc Besson, évidemment, c'est le plus français des réalisateurs américains, ou le contraire. En tout cas, Luc Besson a connu un gros flop, parce que Valérian devait être le nouveau blockbuster, après Lucie, et en fait, pas du tout. Il comptait sur le marché chinois pour pouvoir se refaire, et là aussi, flop. Le problème, c'est qu'avant Valérian, il a annoncé une perte d'activité de 120 millions d'euros. Donc là, EuropaCorp, sa société de production, est en danger. Heureusement, Xavier Niel serait intéressé pour prendre des participations chez Luc Besson. C'est pas la première fois qu'elle est en danger. Cela dit, monsieur Hervé, la photographie dans tout ça, il y a du nouveau depuis, on va dire, depuis Doisneau ? Depuis Doisneau, oui, il y a JR. Alors JR, attention, c'est pas le JR et Wings de Dallas, non, c'est Jean René. Et Jean René, eh bien, il a des photographies. Alors, en fait, Jean René, il aime bien mettre ses photographies partout dans le monde, mais à des endroits où ça fait un peu scandale. Par exemple, la dernière en date, c'est Kikito. Alors, Kikito, c'est un enfant curieux. Où est-ce qu'il l'a affiché ?
le mur entre le Mexique et les États-Unis, le fameux mur. Et voilà, alors cette photo, vous voyez, elle est mondialement connue, sans que le public sache que JR est français. Bon, il existe aussi, c'est-à-dire des Français qu'on ne connaît pas, nous, en métropole, mais qui cartonnent plutôt à l'étranger. Hein. Ah bah plutôt, par exemple, si je vous dis Ludo Lefebvre, a priori pas connu. Bah, Ludo Lefebvre, c'est la star des cuisiniers à Los Angeles. Il a un restaurant 3 mecs, alors spécialisé dans la gastronomie française, qui a obtenu en 2013, 2014 et 2016 le label du meilleur restaurant décerné par le prestigieux LA Weekly. Alors, puisque nous sommes à table, en revanche, effectivement, il y a une personnalité très connue, bien sûr, chez nous, qui œuvre beaucoup pour exporter la cuisine française. Alain Ducasse. Alain Ducasse, alors c'est curieux parce qu'Alain Ducasse c'est monégasque, donc pour exporter la culture française, bon, j'ai tout faux, on a pris un monégasque. Mais non, effectivement, c'est le cuisinier emblématique de la gastronomie française. Il a 1400 employés, plus d'une vingtaine d'établissements prestigieux. Mais attention, ce n'est pas qu'un businessman, parce que lorsque Vladimir Poutine est venu dîner à l'Élysée, Alain, il est venu directement se coller au fourneau. Un petit mot sur l'architecture maintenant. On va bientôt inaugurer, tout le monde le sait, le Louvre à Abu Dhabi. C'est l'occasion d'évoquer une grande figure de l'architecture nationale, mondiale et française. On peut dire même quelqu'un qui marquera l'histoire de son temps, c'est Jean Nouvel. Alors Jean Nouvel, c'est un architecte hors norme. On lui doit, entre autres, la tour Akbar à Barcelone, ou aussi le centre des congrès en Suisse. C'était le centre des congrès de Lucerne. Ah, c'était à Lucerne, oui. Et notre ministre de la Culture, Françoise Nyssen, lorsqu'elle a vu le Louvre à Abu Dhabi, elle est restée sans voix. Et je vais vous dire, quand on regarde les photographies de ce qu'il a fait, regardez ce bâtiment, effectivement, force est de constater qu'on ne peut que s'incliner devant le talent de Jean. Alors, la danse, ça c'est fait. Le cinéma, on en a parlé. La cuisine, on l'a évoqué. La photo, l'architecture à l'instant. Qu'est-ce qui nous reste ? La musique, bien sûr. La chanson, puisque on va vous parler de David Guetta. Alors, David Guetta, c'est le représentant de la touche française, la French Touch. Et il a décidé, ça vient de tomber, de ne pas assurer ses doigts. D'assurer ses doigts. Oui, parce qu'assurer ses doigts, c'est une idée qui est un peu dingue, mais qui vient de son avocat, qui dit, attendez, avec 26 millions d'euros remportés l'année dernière, il ne s'agirait pas qu'il lui arrive une bricole à ses petits doigts. Donc c'était pas bête, mais il a strictement refusé. Alors on espère surtout qu'il ne lui arrivera rien. Bon, on va les croiser justement les doigts, hein, bien sûr. Merci Thomas. Pour la dernière visite du jour, direction l'Espagne, car la culture française rayonne aussi au pays du soleil, de l'autre côté des Pyrénées. Et chez vous, Sandrine, les artistes français se sentent un peu, je veux dire, comme à la maison, ou plutôt comme à la casa, non ? Bonjour. Bonjour Laurent, oui effectivement c'est ça, comme à la maison déjà et bien parce que c'est le nom de cette résidence française en Espagne, la Casa, la maison de Velázquez. On connaît bien souvent la Villa Médicis en Italie, mais beaucoup moins sa petite cousine espagnole. Pourtant, figurez-vous que c'est une grande maison avec d'immenses jardins en plein cœur de Madrid et elle accueille des artistes français depuis 1929. Elle offre aujourd'hui déjà des formations dans le domaine de l'art, de la recherche ou aussi des sciences humaines. Bref, c'est une sorte de petit bout de culture française au pays de Cervantes. Je vous laisse suivre les guides du jour. Marie Bolinches, Julie Hennequin et Jean Gordio. Peu d'Espagnols la connaissent. Elle se cache pourtant en plein cœur de leur capitale. La Casa de Velázquez, un paradis pour artistes français à Madrid. Anna Maria a quitté la grisaille parisienne pour passer 1 an à la résidence. Elle commence le montage de son prochain documentaire, tourné au Portugal. Ce sont des images en fait, qui correspondent à un projet que je suis en train de développer ici à la Casa de Velázquez. J'ai pu me concentrer uniquement à ce projet-là et donc développer des pistes aussi que j'aurais pas pu développer si j'étais restée à Paris, parce que les conditions de vie sont beaucoup plus difficiles. La Casa a mis à sa disposition un studio entièrement équipé. Une petite maison avec vue sur les jardins de la résidence, à l'ombre de ce bâtiment, construit en 1920. La Casa devait alors être le pendant de la prestigieuse Villa Médicis de Rome. Quelques années plus tard, la guerre civile espagnole éclate et la Casa se retrouve sur la ligne de front. Le résultat, c'est que cette maison à peine inaugurée est démolie, détruite. Et on voit, voilà, dans cette partie qui est la partie, le cœur de la maison, la partie historique, puisque tout le reste a dû être reconstruit, on voit les impacts, en fait, les traces, en effet, de ces combats qui ont duré pratiquement 3 ans. Aujourd'hui, ces murs accueillent des artistes du monde entier. Mais résider à la Casa se mérite.
Sur les 300 artistes qui tentent leur chance chaque année, seuls 13 sont sélectionnés. Giorgio est l'un d'entre eux. Ce peintre italien vient de passer 1 an à la Casa, aux côtés d'artistes et de chercheurs spécialisés dans le monde ibérique. C'est aussi intéressant de parler de notre travail avec des gens qui, normalement, on n'écoute pas forcément, et d'avoir de nouveaux points de vue, et nous de connaître des univers qu'on ne connaissait pas. Xavier Baudouin est le directeur des études artistiques. Il fait partie du jury qui sélectionne chaque année les futurs résidents. Les candidats ne sont pas nécessairement français, mais leur projet doit avoir un lien avec la France et l'Espagne. On a toujours des artistes de toutes les parties du monde, et ça enrichit d'ailleurs la Casa. Mais ce qui est important, c'est la culture française. Hein. C'est ça, parce que tous les artistes qui viennent à la Casa ont fait leur cursus à un moment donné en France. Ces toiles partiront bientôt pour la France. Elles seront exposées à la Cité internationale des arts à Paris à partir du 30 septembre. Sublime, effectivement, qui a un petit côté Villa Médicis, hein, Sandrine. Alors, plus généralement, est-ce que l'Espagne est une belle, une jolie source d'inspiration pour la culture française ? Oui, Laurent, et ça ne date pas d'hier. Figurez-vous que ça a même des siècles. Les Français s'inspirent de l'Espagne. Dans la musique notamment, en ajoutant par exemple un peu de folklore espagnol, ça marche. Regardez le succès qu'a eu le Carmen de Georges Bizet, le plus espagnol de nos opéras français. On en parlait même en Inde. Dans la littérature, même chose, Victor Hugo déjà avec Hernani et Ruy Blas. Et dans la peinture, Manet s'est fait connaître d'abord en copiant les grands maîtres espagnols, dont Velázquez. Tiens donc, encore lui. Et aujourd'hui, cela continue. Il y a Manu Chao, Olivia Ruiz, ou encore aussi, dans la mode, la fameuse robe de flamenco. Vous savez, celle qui a plein de froufrous partout, eh bien, elle inspire toujours les grands couturiers français. Au fait, vous avez aussi, vous, en Espagne, des journées du patrimoine ? Alors, pas exactement des journées telles quelles, Laurent. Il y a bien sûr la journée du patrimoine mondial, qui est le 15 novembre. Mais ce n'est pas une date connue ici des Espagnols, ni non plus une journée de porte ouverte. Alors, pour pousser les portes des palais secrets et des monuments quand même très célèbres ici, dans le pays, il faut en général attendre les fêtes des villes, ce que l'on appelle les ferias. À Barcelone, on en a une bientôt, dans 10 jours. Ce sera la Mercè. Et à cette occasion, eh bien, le palais de la Generalitat, qui est la région, ou la mairie, ou encore la célèbre Sagrada Familia, eh bien, tous ces monuments seront ouverts gratuitement au public. Et je ne sais pas si vous savez, Laurent, mais figurez-vous que l'Espagne est le 3e pays au monde avec le plus de biens inscrits à l'UNESCO. Donc, il va y avoir de quoi visiter. Je l'ignorais. Merci beaucoup, Sandrine, pour ces images, pour ces informations. C'était magnifique. Un plaisir. À très bientôt. Madame, monsieur, c'est la fin du voyage, tout le monde descend. Merci à nos 4 correspondants pour cette très belle visite de notre patrimoine à l'étranger. On sait à quel point il est fragile. On en a eu la preuve la semaine dernière sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et à ce propos, France 2 se mobilisera pour un concert de soutien et de solidarité. Ce sera le mardi 19 septembre, mardi prochain à 20h55. Samedi prochain, dans C'est un monde, autre thème, la famille sera à l'honneur et plus précisément les relations parents-enfants. Alors, sont-elles plutôt cool ou conflictuelles? Bref, parents, mode d'emploi, ça donne quoi? Vaste question. Réponse samedi prochain.